Hier, sur Twitter, j'ai engagé un certain nombre de discussions très polémiques, évidemment, avec des souverainistes, autour d'une discussion engagée avec Gallois, représentant du groupe Génération Frexit. La discussion avec Gallois a été très cordiale, même s'il a envoyé quelques pointes à certains moments. Et évidemment, ça a amené un certain nombre de gens à intervenir aussi. Tout ça me permet d'avoir une typologie du discours souverainiste et mieux le comprendre, et donc pouvoir le critiquer. Beaucoup de souverainistes ont une vision économique de la situation et éliminent les autres sujets, sociaux, identitaires, migratoires, etc. D'abord, il y a la critique de l'euro. Elle a eu lieu dès sa mise en place en 2002. Elle avait déjà lieu lors du débat de Maastricht, en 1992. Alors, l'argument est de dire que l'euro n'a pas une zone monétaire optimale, qu'il y a trop de divergences et d'intérêts et de divergences économiques de modèles entre les pays de la zone euro, que donc la zone euro ne peut pas exister, que l'euro va imploser, c'est nécessairement le cas. Donc il faut quitter l'euro avant qu'il explose, ou il faut souhaiter qu'il explose, ça, il y a les deux versions selon les gens. Bien sûr, la critique de l'euro, en tant que telle, est biaisée, mais la critique de la situation autour de l'euro n'est pas infondée. Effectivement, on constate des divergences. Le souhait de convergence nécessaire a baissé. Et donc, ça tiraille. Il y a des forces centrifuges qui sont à l'œuvre, et on voit bien, notamment, que les Américains seraient très heureux d'effondrement de l'euro, ce que les souverainistes oublient de dire. Par exemple, les souverainistes parlent de la situation de la Grèce qui a été, durement sanctionnée. Ils oublient qu'il y a eu une attaque spéculative américaine au départ. Ils oublient que la Grèce avait quand même menti sur pas mal de données économiques. En connaissance de cause, car tous les acteurs du jeu dans les autres pays le savaient, et qu'il y a des problèmes de fond, des problèmes structurels dans l'économie grecque, qui n'ont d'ailleurs toujours pas été vraiment résolus. La rigueur qui a été appliquée aux Grecs a été terrible, le réveil a été très douloureux, c'est vrai. Alors, donc, la critique de l'euro amène à ce résultat de dire la France perd économiquement à cause de l'euro et l'Allemagne réussit à cause de l'euro, alors que non, c'est simplement que la France est moins efficace économiquement que l'Allemagne, elle a moins de réussite, et ça s'explique notamment par le poids immense de la diversité en matière économique. Concrètement, la France est, avec le Royaume-Uni, l'un des pays d'Europe qui a le plus de gens issus de son ancien empire colonial, et c'est avec, là encore, le Royaume-Uni, l'un des deux pays d'Europe où il y a eu des émeutes ethniques. Dans tout le pays, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, dans les autres, même s'il y a eu, par exemple, des réactions en Suède ou aux Pays-Bas un peu plus limitées. Donc il faut bien avoir ça en tête. Si la France est moins compétitive que l'Allemagne, ça tient à un certain nombre de critères, et notamment au poids de son État, à l'obésité de l'État français. Or, les souverainistes ne peuvent pas faire la critique de l'État français, puisqu'ils veulent le renforcer, au détriment de l'Union européenne. Là est leur point de faiblesse, et en réalité leur erreur d'analyse. Par ailleurs, beaucoup de souverainistes fantasment aussi sur la plus grande France. Apologie de l'outre-mer, qui sur un plan financier est un tonneau d'Édanaïde, dénonciation du coût de la contribution française à l'Union européenne. Effectivement, la France donne plus qu'elle ne reçoit, mais c'est un peu logique, c'est pas la Roumanie qui va donner plus qu'elle ne reçoit. Bon. Et évidemment, il y a tout cet aspect de dire que l'Allemagne domine l'Europe économiquement. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est toujours le même principe. Quand l'euro baisse, on dit qu'il est mauvais parce qu'il baisse. Quand l'euro monte, on dit qu'il est trop haut. Et donc finalement, quand l'Allemagne n'est plus aussi compétitive, on continue de dire que l'Allemagne domine l'Europe. L'Allemagne est effectivement soumise aux États-Unis. De Gaulle lui-même n'avait pas réussi à sortir de l'Allemagne de cette alliance américaine. On voit bien aussi en Italie que c'est compliqué de rompre avec l'Amérique et que ceux qui le prônent, évidemment, ne sont pas crédibles. C'est à déplorer, mais c'est une réalité là aussi. Alors, là, j'ai pas eu de discours sur la Russie, l'Ukraine, etc. On sait que les souverainistes sont plutôt pro-russes, c'est là qu'ils sont incohérents puisqu'ils devraient défendre la souveraineté de l'État ukrainien, sur leur propre logique. Mais non, ils sont très pro-russes parce qu'ils fantasment une puissance souveraine à l'étranger puisque ce ne sera pas la France. Mais ça, bon, c'est autre chose. Alors, évidemment, autour de cela, la germanophobie et également, chez certains, un discours sur l'immigration ambigu. Si Gallois est clairement dit qu'il y a un problème d'immigration, les solutions qu'il propose ne sont pas crédibles parce qu'ils ne peuvent pas remettre en cause le passé, parce qu'ils n'ont pas une définition identitaire de la nation
et la nationalité, ils n'ont pas compris que c'est l'ascendance qui définit la nation française comme les autres nations. Il y a toujours cet argument qui revient chez beaucoup d'entre eux, de dire que la France a un modèle qui n'est pas celui de l'Allemagne, alors que c'est totalement faux. Je rappelle, à titre historique, que le ius sanguinis vient d'abord de la Grèce classique, que Napoléon Bonaparte l'a instauré en 1804 et que l'Allemagne, l'Italie et les autres pays d'Europe ont imité la France dans ce domaine. Donc ce n'est pas l'Allemagne qui a un modèle de ius sanguinis, c'est la France qui a influencé l'Allemagne pour que cette dernière adopte ce modèle. C'est le principe napoléonien qui est hérité de l'Antiquité. Certains m'expliquent que la France, c'est le droit du sol. Ils pensent au droit féodal. Parler de droit du sol à l'époque féodale n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a pas de nationalité. Mais effectivement, dans tout l'Occident chrétien, on était défini par le lieu de naissance. Je rappelle, dans une Europe intégralement européenne, toutefois. Mais ça n'a rien à voir avec la nationalité moderne, qui naît avec la Révolution française notamment. Bon, passons tout cela. Alors, au-delà de ça, il y a un certain nombre d'attitudes vis-à-vis, par exemple, de la question donc, de l'outre-mer ou de l'Afrique. C'est pas ce que m'a dit Gallois, mais c'est ce que d'autres ont dit. Les dom-toms sont un tonneau des Danaïdes financiers et sont des territoires très différents de la métropole. Très différents dans tous les sens. Ils ne sont pas plus français en soi, au-delà du caractère administratif des choses, que l'Algérie, qui était composée de départements français entre 1946 et 1962. La question de savoir s'ils souhaitent l'indépendance, c'est une autre question. Les Kanaks souhaitent clairement l'indépendance, mais sont plus en mesure visiblement de l'obtenir. Quant aux autres, les sentiments sont partagés. On a vu électoralement comment ils se sont comportés. D'abord un vote de premier tour largement en faveur de l'extrême gauche, et ensuite un vote anti-Macron. Mais le premier réflexe, c'est un vote d'extrême gauche. Et l'extrême gauche qu'on connaît est une extrême gauche europhobe. Pas seulement sur le plan politique, évidemment. La question de l'émancipation de l'outre-mer échappe totalement aux souverainistes, qui fantasment sur la France, sur toutes les mers. C'est le discours colonial, tout simplement, de Jules Ferry. Et puis, il y a la question africaine. Bien entendu, je prône une rupture totale avec l'Afrique. Mais beaucoup de souverainistes le refusent. Alors, pourquoi ? L'un d'entre eux, qui m'est le plus hostile, a révélé un peu le poteau rose. Quand j'ai dit qu'il fallait couper les ponts avec l'Afrique, il dit on ne peut pas couper les ponts avec l'Afrique parce qu'il y a des millions d'afro-descendants en France. Effectivement, l'immigration postcoloniale que la France a subie a recréé un lien colonial que nous aurions dû, couper définitivement après 1962. Cet argument, effectivement, c'est que nous sommes liés à l'Afrique parce que nous avons ces flux africains. Ce qui est vrai. Et c'est pourquoi il faut les inverser, si on veut décoloniser. D'ailleurs, un certain nombre d'Africains lucides en sont tout à fait conscients. Alors, là aussi, sur l'immigration, évidemment, le discours souverainiste n'est pas clair. D'abord, il est hors de question pour eux de revenir en arrière. Et donc, on ne parle que de l'avenir. Après, il y a un autre sujet intéressant. Bon, c'est le leitmotiv qu'on ne peut pas réformer l'Union européenne parce qu'il faut l'unanimité des États. D'abord, cette unanimité des États, elle a eu lieu dans un certain nombre de domaines. Sinon, il n'y aurait pas eu les traités en place. Bon. Cette unanimité se fait, mais elle se fait par un consensus mou. Et c'est parce qu'elle se fait par ce consensus mou que l'Union européenne n'avance pas. Effectivement, pour réformer l'Union européenne en profondeur, c'est absolument impossible. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, puisque lorsque Macron veut faire avancer l'Europe vers plus d'Europe politique, même si ce ne sont que des déclarations d'intention et qu'il n'y a rien derrière, c'est un refus général qui lui est opposé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas réformer l'Union européenne dans un sens souverainiste, mais on ne peut pas la réformer non plus dans un sens européiste. C'est bien le problème. Alors, chez Gallois et chez les souverainistes en général, il y a cet extrême juridisme aussi, qui est pesant. On ne peut rien faire parce qu'il y a la directive machin qui dit que, ou il y a la règle bidule qui dit que. En fait, ils sont face aux nœuds gordiens, mais au lieu de faire comme Alexandre, c'est de prendre son épée et de taper dedans, ils essaient vraiment de dénouer, et ça n'avance pas, ils n'y arrivent pas. Bon. Et c'est un peu le même principe. Impossible pour eux de sortir du cadre mental de l'Europe des États. Impossible d'envisager une Europe sans État, avec un seul État unitaire, par exemple, qui remplacerait les anciens États. Impossible pour eux d'imaginer un processus révolutionnaire.
Ah oui, mais le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Ok, le tiers État en 1789 n'avait pas de pouvoir non plus. Le pouvoir, ça se conquiert. La légitimité démocratique, ça donne du pouvoir à celui qui veut s'en servir. Bon. Le Parlement européen, il a une légitimité démocratique que n'a pas la Commission. Cette légitimité démocratique, il n'appartient qu'à lui de s'en servir. Mais ça les dépasse, totalement. Impensable de rompre de manière révolutionnaire avec les choses. Impensable de sortir des règles du jeu imposées par le système. Pour quitter l'Union européenne, il faut utiliser l'article 50, par exemple. Donc, cet extrême juridisme, cette extrême soumission à ce droit est la preuve de leur faiblesse. Et puis, par ailleurs, ils négligent complètement le fait que le droit français, que la Constitution française est totalement verrouillée et irréformable aussi. Parce que le mode de scrutin au présidentiel rend illusoire une victoire à plus de 50% des voix pour des partis de contestation, parce que le Sénat est là pour tout verrouiller, qu'un référendum constitutionnel, c'est l'article 89, et je vous invite à lire l'article 89 de la Constitution de 58, vous verrez que c'est compliqué, et que donc, nous dire que la France est réformable en redonnant à la France sa souveraineté, qu'elle n'a jamais perdue, c'est se moquer du monde. Le cadre juridique et idéologique de l'Union européenne, c'est le cadre juridique et idéologique de l'État français d'abord. Et l'Union européenne est à l'image de l'État français, et de l'État allemand. La Constitution française de 58, qui a été construite pour De Gaulle, a mis dedans aussi beaucoup de principes globalistes que De Gaulle n'a pas combattus. Et la loi fondamentale allemande imposée en 1949 par les Américains n'est pas du tout au service de l'Allemagne. C'est une loi d'occupation. Donc les constitutions nationales, en fait, sont des verrouillages, ce sont des écrous qui nous empêchent de pouvoir être libres. Donc la critique de l'européenne, elle vaut aussi bien pour l'État français. Et ça, ils ne veulent pas le faire, puisque, comme je l'ai dit, ils veulent renforcer l'État français. La position souverainiste, nécessairement, amène à défendre l'État français, même quand il fait n'importe quoi. Le danger d'une position européiste est de défendre l'Union européenne, par principe, même si elle fait n'importe quoi. Ce que nous nous gardons de faire, nous, au LPE, parce que nous avons justement l'intelligence politique, je pense, de critiquer l'Union européenne quand c'est nécessaire. Comme je l'ai dit à Gallois avec une certaine franchise, nous défendons l'Union européenne contre vous, au sens large, les souverainistes, parce que vous mentez sur l'Union européenne, mais nous la critiquons aussi de notre côté, parce que justement, elle n'est pas assez européiste, voire pas du tout. C'est vrai que j'ai tendance, ces dernières années, à taper plus sur les souverainistes qui ne sont pas au pouvoir que sur les mondialistes qui y sont, parce que, évidemment, les derniers sont plus puissants, mais je ne fais pas d'oubli, et je critique en profondeur ce discours. Quand je dis que Macron n'est pas un européiste, que Macron s'intéresse plus à l'Afrique qu'à l'Europe, etc., c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que les souverainistes français, sans s'en rendre compte, disent souvent des choses que Macron est capable de dire. Alors, le paradoxe, c'est que Macron dit aussi des choses que je dis, parce que Macron dit n'importe quoi. Bon. Mais au-delà de ça, c'est bien évident que le discours souverainiste parle l'État français de vertus qui ne lui sont pas propres ou qui lui sont étrangères. Donc, c'était intéressant de voir cela, parce que vous avez des souverainistes d'extrême gauche, des souverainistes d'extrême droite, des souverainistes plébéiens, vous avez toutes les variantes, y compris des souverainistes par pro-diversité. En termes clairs, défendre l'Europe, implicitement, c'est refuser l'immigration extra-européenne. Ce qui malheureusement devrait être le cas et ne l'est pas en réalité, pour beaucoup de prétendus européistes en tout cas. Donc il y a l'idée que faire l'Europe, c'est faire une Europe européenne, et que nous, ça nous enthousiasme, mais eux, ça les rend exécrables. Mondialistes et souverainistes n'ont pas intérêt aujourd'hui à une Europe européenne pour des raisons qui sont les mêmes, mais qui s'expriment de manière opposée. Comme je l'ai dit, je ne confonds pas tous les souverainistes. Il y a des souverainistes qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins. Il y a des souverainistes qui sont courtois et d'autres qui le sont moins. Il y a des souverainistes qui ont un argumentaire, qu'on peut critiquer, mais qui se tient, et d'autres qui n'en ont pas. Mais, en tout cas, ce souverainisme idéologique-là répond à un certain nombre de leitmotifs et à un certain nombre de mythes. Alors, évidemment, par rapport à des euromondialistes, le discours que je porte est très différent. Ils n'en ont pas l'habitude.
c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'opposer à moi par leurs arguments juridiques, puisque les arguments juridiques, j'en fais fi. En termes clairs, j'explique que les verrouillages juridiques, je n'en tiens pas compte. Parce que je me place dans un processus révolutionnaire et non dans un processus réformiste. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas à accepter les règles du jeu de l'adversaire. Lorsque nous allons au restaurant et qu'on nous sert un menu qui ne nous plaît pas, moi, personnellement, je préfère le hors-menu. Je préfère la liberté. Eh bien, c'est la même chose. Le menu juridique qu'on nous propose ne me plaît pas. Eh bien, j'en sors. Alors après, c'est des rapports de force. Lorsque vous sortez d'un cadre qu'on vous essaie de vous imposer ou qui vous est imposé, il y a un rapport de force qui s'établit. Bon. Si vous sortez seul, vous êtes écrasé. Donc évidemment, dans un rapport de force, il faut que vous ayez la force, une autre force en tout cas derrière vous. Il y a un rapport de force qui s'établira entre l'Europe unie et les États pour que ce dernier se supprime d'eux-mêmes. Ce rapport de force sera difficile. Il faut en avoir la conscience. La légitimité démocratique du Parlement européen permettra de justifier de cette autoproclamation d'Assemblée européenne constituante. Mais comme en 1789, il y a un rapport de force. Comme je l'ai dit, le Parlement européen sera le tiers-État de la Révolution européenne. Mais derrière, qui est Louis XVI ? Eh bien, ce sont les gouvernements des États. Alors, ils sont affaiblis, c'est vrai. Médiocres, c'est vrai. Mais il faudra bien qu'ils cèdent devant le vent nouveau, une révolution démocratique européenne par les urnes, exprimée par le Parlement européen. Et donc là, on rentre dans une situation pré-révolutionnaire. Il faut bien avoir conscience qu'effectivement, je partage avec les souverainistes l'idée que l'Union européenne aujourd'hui est irréformable. Mais je prétends que les États, eux ou pas, le sont aussi. Et que donc l'opposition entre l'Union européenne actuelle et les États n'est pas la clé. L'opposition, c'est entre une véritable Europe et une fausse Europe, qu'elle soit unie de manière médiocre ou pas unie du tout. C'est l'Europe unie ou l'extinction. De ce point de vue-là, les euromondialistes empêchent l'Union européenne d'avancer, et les souverainistes voudraient qu'elle régresse même, sans avoir les moyens de le faire. Ce statu quo, souverainistes et mondialistes, en sont tous responsables. Et ce statu quo est mortifère. Il n'y a qu'une façon d'en sortir, la révolution. Eux, pour certains d'entre eux, sont prêts à accepter l'idée d'une explosion de l'Union européenne. Nous, nous préférons la révolution, mais une révolution pacifique et rassurante économiquement. Je m'explique. Je suis convaincu que l'effondrement de l'euro ou que l'abandon de l'euro par la France aurait des conséquences économiques absolument tragiques. Nous choisirions une monnaie affaiblie à la place d'une monnaie qui a quand même une crédibilité aujourd'hui. Bien sûr, on me dira, oui, mais au départ, le nouveau franc, et c'est intéressant de voir qu'il reste bloqué au terme de franc, parce qu'on pourrait une monnaie nationale qui porte un tout autre nom, eh bien le nouveau franc, donc, vaudrait l'euro. Un franc égale un euro. Sauf que ça serait vrai le premier jour, et dès le soir du premier jour, la monnaie nouvelle aurait perdu 10, 15, 20% de sa valeur. En réalité, on ne sait pas jusqu'à quel point la perte de valeur pourrait être forte. Il y aurait des spéculateurs internationaux qui ne se gêneraient pas pour l'affaiblir. On peut penser que la perte de valeur du nouveau franc pourrait aller jusqu'à 50%, voire plus. En fait, c'est même une spirale qu'il faudrait craindre, car c'est jouer à l'apprenti sorcier que prendre ce risque. Fallait-il créer l'euro ? Fallait-il adopter l'euro ? C'est un débat, mais c'est un débat suranné. On ne peut pas revenir en arrière. C'est un one-shot. Et si on doit revenir en arrière, alors le coût est monstrueux. Et rien aujourd'hui ne le justifie. Bien sûr, on pourrait me dire que l'euro peut exploser. Mais si aucun des membres de la zone euro n'a intérêt à ce que l'euro explose, l'euro n'explosera pas. Au prix peut-être de conséquences économiques. Mais ils sauveront l'euro à tout prix. Et je leur donne raison sur ce plan. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus à perdre si l'euro s'effondre que si l'euro simplement décline un petit peu. Alors, de toute façon, on le voit bien, l'Union européenne, je l'ai dit, au statu quo. Ça, les souverainistes, de cette manière, veulent bien l'admettre, quoique ils fantasment sur la volonté fédéraliste de Macron, alors que rien ne bouge. Non, il est clair que l'Union européenne, aujourd'hui, est bloquée. Elle n'avance pas, elle ne recule pas, mais elle va quand même implicitement dans le mur par ce biais-là. Parce qu'il y a une force d'envoi du globalisme qui est à l'œuvre.
Donc il faut sauver l'Union européenne plutôt que de la détruire, il faut s'en emparer plutôt que de vouloir son effondrement. Et donc il faut un discours européiste, révolutionnaire, pour accélérer la construction européenne qui est aujourd'hui au point mort et pour en donner une coloration identitaire qui lui fait aujourd'hui défaut. C'est en tout cas la ligne que je défends depuis de nombreuses années et que je continuerai de défendre, même si le réel aujourd'hui est inquiétant. Disons-le clairement, l'État français est très malade. Donc vouloir revenir à une souveraineté intégrale de l'État français, c'est-à-dire à l'abandon de l'euro pour obtenir cela, serait catastrophique. En fait, une France qui quitterait l'Union européenne serait encore moins bien dirigée que si elle était membre de l'Union européenne, parce que les règles de convergence, même si elles ne sont pas d'une application aujourd'hui si efficace que ça, permettent à la France d'éviter de déconner à trop. Or, l'État français libéré de ces contraintes ferait absolument n'importe quoi. Et ça serait encore plus catastrophique, y compris bien sûr en matière d'immigration. J'ai rappelé tout à l'heure que le Brexit avait fait considérablement augmenter l'immigration non européenne, alors qu'elle avait affaibli l'immigration intra-européenne. Et nous aurions la même conséquence en France. Donc, halte au feu, on arrête de dire n'importe quoi, et on essaie de sauver l'Union européenne en la réformant profondément, c'est-à-dire en la réorientant radicalement au forceps, mais ça ne peut se faire que par un processus révolutionnaire, c'est au Parlement européen, à condition qu'il soit composé des bons députés, et pas de ceux qui le composent actuellement, de prendre le destin en main, le destin de l'Europe. Et pour ce faire, il faut élire les bons députés. Pour élire les bons députés, il faut que les bons candidats soient présents et candidats. Voilà, les bons candidats soient là. S'ils ne sont pas élus, etc. Ça fait beaucoup de si, vous me direz. Oui, mais qui peut aujourd'hui penser que le salut de l'Europe, qui est si mal en point, ne peut pas passer par une chance historique, un kairos, un moment opportun qui change tout? Personne. Voyons bien les choses en face. Pour le moment, sur toutes les données qu'on a, l'Union européenne et l'Europe en général, d'ailleurs, va dans le mur. Et c'est une réalité. Peut-on empêcher le mur? Peut-on détourner le véhicule pour éviter l'accident et l'amener vers les prairies d'Élysion? Eh bien, c'est la vraie équation. Et pour le moment, elle n'est pas résolue, mais nous savons, nous, où nous voulons aller, vers où nous devons aller. Les souverainistes ne font que critiquer un système qui, de toute façon, va à sa perte. Il ne faut pas réformer ce système, il faut le mettre à bas. Ça s'appelle la révolution européenne.